Bonjour à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de French Conversation en compagnie de mon ami Raphaël. Enchanté, bonjour à tous. Donc Raphaël est un entrepreneur et donc aujourd'hui on va parler de l'écosystème des startups en France, de comment lancer sa startup et de plein de choses intéressantes. Donc Raphaël, Elsa. est-ce que déjà tu pourrais commencer par te présenter rapidement. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Raphaël, je suis tout d'abord et avant toute chose un très bon ami d'Elsa. Moi en fait je suis ingénieur informatique, j'ai étudié à Paris, j'ai fait un master en ingénierie. J'ai également étudié à Tel Aviv en ingénierie électrique et j'ai également étudié à New York où j'ai fait un master en data science pour vraiment me spécialiser sur les sujets de machine learning et d'intelligence artificielle. En parallèle de mon master, j'ai fait plusieurs missions de freelance. Donc j'ai travaillé avec des entreprises comme Pfizer ou IEEE, par exemple, pour livrer des solutions de gestion de risque ou de détection de fraude. Suite à mon master à New York, je suis rentré à Paris, malheureusement, j'aurais aimé rester à New York. Je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec une première entreprise, EFO Analytics, qui a ensuite un petit peu pivoté vers Nalia, l'entreprise que je monte aujourd'hui depuis un an avec mon associé Alexis, qui est donc une solution pour les Customer Success Managers. Et donc toi, est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur ou... Oui, j'ai toujours voulu être entrepreneur et Elsa qui me connaît bien le sait. Pas forcément, au début tu as quand même fait des stages en entreprise, dans des grosses entreprises. Effectivement, j'ai fait des stages en grosses entreprises, mais j'ai toujours voulu et j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. C'est vrai. Voilà, dès que j'ai fait quelque chose ou dès que je faisais quelque chose, à commencer par exemple par mes études, je n'ai jamais fait que mes études. J'ai toujours eu un projet, un sujet à côté. J'ai par exemple été scout pendant longtemps. Elsa confirme une fois de plus. Promoteur. J'ai travaillé effectivement en boîte de nuit où j'ai été promoteur, puis organisateur. Ouais. J'ai monté plusieurs essais d'entreprise, à chaque fois en parallèle de mes études. Donc je n'ai jamais voulu faire seulement une chose, j'ai toujours voulu faire plein de choses, chercher, découvrir, apprendre, en construisant, en testant. Je n'ai eu que des échecs jusqu'à maintenant, puisque aucun de ces projets n'a été mené à bien. Mais l'échec est très important dans l'échec l'entrepreneuriat. L'échec effectivement est très important et permet d'apprendre. Et aujourd'hui, avec Nalia, on commence à bien marcher. On a une jeune équipe, on est 8 personnes dans l'équipe, plutôt des profils ingénieurs. On a une vingtaine de clients. Okay. Depuis le début de la commercialisation qui était en juillet dernier. Et donc là, on a une année 2021 qui va être chargée. On va terminer 2021 avec 15 personnes dans notre équipe et avec, on espère, beaucoup plus de clients. Okay. Avec Alexis, comment vous vous organisez, comment vous répartissez les tâches entre vous? Parce que vous avez quand même une formation qui est assez similaire, non? Exactement, ouais, pour présenter Alexis très rapidement, il est également ingénieur informatique, il est également data scientist, et il a également travaillé aux US et en Israël sur des sujets de data scientist. Donc en fait, on a un profil qui est très similaire sur le papier. En pratique, on est plutôt complémentaires. Et comment est-ce qu'on s'est organisé? En fait, on a organisé l'entreprise en 10 axes de développement. Tout simplement, il y a des axes qu'on voulait faire ensemble, tous les deux, donc notamment stratégie par exemple, qu'on fait ensemble. Et sinon, les autres, on se les est répartis. Les répartitions ont un petit peu changé au fil du temps, en fonction de nos appétences et de nos affinités. Mais aujourd'hui, on est arrivé à complètement séparer nos jobs. On a chacun sur les 10 axes, 4 axes en gestion, et il y en a 2 qu'on laisse au centre et qu'on fait tous les deux. Très bien. Très bien, c'est une belle organisation. C'est une belle organisation. Non, mais c'est vrai qu'en général, j'ai l'impression que les cofondateurs ont souvent des profils plutôt complémentaires avec différentes compétences. Mais c'est bien que vous ayez réussi à séparer et puis chacun trouver aussi ce qui vous plaît. Le point important, c'est qu'effectivement, on est complémentaires dans
pas tant sur le papier, mais dans la pratique, on est très complémentaires. Et donc, à partir de quel moment vous avez décidé d'embaucher des gens? C'est une bonne question. Bah, à chaque fois qu'on a embauché des gens, c'est parce qu'on avait un besoin. La première personne qu'on a embauchée, c'était une personne plutôt ingénieur data. On n'a pas le temps de tout faire, on ne peut pas tout faire. Ouais. Mais par contre, c'est important qu'on commence à faire quelque chose, qu'on apprenne, qu'on maîtrise le sujet, et qu'ensuite, une fois qu'on a mené à bien, il faut recruter la bonne personne pour transmettre ce savoir et passer à autre chose. Et c'est ça un petit peu notre rôle, nous, en tant qu'entrepreneurs, avec Alexis, c'est dès qu'on fait un sujet, donc un sujet d'une entreprise, c'est-à-dire comment c'est le produit, comment c'est le marketing, comment c'est la vente, c'est travailler jusqu'à arriver à maturité, et ensuite être capable de recruter quelqu'un pour transmettre le savoir que l'on a acquéri et former cette personne pour que cette personne en fait devienne tout simplement votre remplacement et que toi en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, tu peux passer au sujet suivant. Par exemple, monter l'équipe Customer Success, monter l'équipe marketing, aller lever des fonds, etc. etc. Ouais. Parce que c'est pas évident, je trouve, tu vois, de trouver le moment où ça y est, il faut déléguer et puis se concentrer sur d'autres choses. Enfin, moi, je le vois, je pense que je suis pas encore au niveau où je peux embaucher quelqu'un, mais c'est sûr qu'il y a des tâches que je pourrais très bien déléguer à d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'ai commencé un peu à travailler avec ma petite sœur, qui connaissent bien. Et, vous connaissez Inès Et ouais, je pense qu'à un moment, il faut savoir déléguer et puis travailler avec d'autres gens. Mais bon, après, je pense que ça dépend de la nature de chacun. Mais moi, je suis assez perfectionniste et je trouve que ouais, j'ai du mal à déléguer le travail. Bah, c'est important d'être capable de déléguer. Alors oui, dans un premier temps, ce sera pas comme si c'est toi qui le faisais. Ouais. Il faut avoir la patience de transmettre. Et surtout, tu vas avoir d'autres sujets plus chauds sur lesquels il va falloir que tu priorises ton temps. Nous, ce qui s'est passé, et c'est plutôt agréable, mais pour le moment, on n'a pas recruté pour recruter. On a vraiment recruté à chaque fois parce qu'on avait un besoin précis et on sentait que c'était le bon moment de recruter. La personne arrivait sur un sujet qu'on avait maîtrisé, nous permettait justement de déléguer certaines tâches qu'on cadrait bien et nous a permis d'ailleurs de passer à autre chose. Je te donne l'exemple d'Alexis, il s'occupait un peu de la partie data, on a réussi à le déléguer. Maintenant, il est passé sur la partie plus design produit. Pour ma part, j'ai masterisé le côté sales, donc vente. On est dans un cours de français. Ouais. Faut pas que je fasse des anglicismes. Non, mais c'est important de le faire parce que je pense que quelque chose à noter, c'est que dans le vocabulaire utilisé dans le monde des technologies, on utilise beaucoup de mots en anglais, même en France. Mes parents d'ailleurs en ont marre de m'entendre parler un espèce de franglais permanent. Donc je pense que c'est important que tu parles comme tu parlerais dans la vie quotidienne parce que c'est comme ça qu'on parle, tu vois. On utilise des mots en anglais et ça peut énerver surtout les personnes plus âgées, disons-le. Les personnes plus âgées, je sais que ça les énerve, mais c'est la vérité, quoi. C'est ce qui se passe. Ouais. Alors, je vais réutiliser le mot masteriser la partie sales. Voilà. Et puis derrière, en fait, voilà, maintenant je la délègue à quelqu'un qu'on vient de recruter pour me concentrer sur d'autres choses comme le côté un peu marketing, le côté financement, etc. Et une autre question que j'ai, c'est comment tu sais que tu as trouvé la bonne idée? Toi qui as de l'expérience et qui justement n'a pas trouvé la bonne idée tout de suite, comment on trouve la bonne idée? Moi, il y a un truc que j'ai appris qui est essentiel. C'est qu'une bonne idée tout seul, déjà, ça suffit pas. Mais effectivement, comment tu sais que tu trouves la bonne idée? Tu échanges avec des gens, tu confrontes cette idée, tu te confrontes en fait au marché. Tu vois comment le marché réagit à ton idée. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et juste parler avec quelqu'un. Donc nous, voilà, on vend, quand on a commencé Nalia, on vendait au Customer Success Manager. On a parlé au Customer Success Manager avec une hypothèse que l'on a partagée. Et donc l'hypothèse, c'était notre idée. Et les Customer Success Managers nous ont tous dit, sans exception, oui, on a besoin de ça. Et pareil, donc pendant 6 ou 7 mois, on a parlé avec près de 400 entreprises. Et à chaque fois, on nous disait, oui, c'est une bonne idée. Et donc c'est ça, confronter au marché. C'est-à-dire que faut tout simplement ne pas hésiter à partager son idée entrepreneuriale avec les personnes qui peuvent être justement clientes. Et que ces personnes-là te disent si oui ou non c'est une bonne idée.
si oui ou non elles sont prêtes à payer pour cette Mhm. solution, pour ce service, pour cette application, peu importe, et combien. Mhm. Et si on a beaucoup de réponses positives, Ouais. c'est que c'est une bonne idée, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Alors après, l'idée ne fait pas tout. Ouais. Il faut derrière être capable de délivrer cette idée, de packager cette idée, etc. Mais la première chose sur l'idée, effectivement, c'est de la confronter à son marché. Ouais. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils ont une idée et puis finalement, ils ne la testent pas avec le marché. Et après... Ouais, Mais... j'en ai fait les frais, Mais moi effectivement. aussi, enfin, j'ai déjà travaillé Tout le monde, dans des entreprises où c'était un bien peu sûr. ça, quoi, où Bien sûr. tu sens qu'ils n'ont pas testé leur idée, ouais, qu'il n'y a pas de vrai problème en fait C'est à exactement ça. régler, quoi. Il n'y a pas de problème à régler et tu entres dans la case du nice to have Mhm. et finalement personne ne t'utilise vraiment et tu passes Mhm. de idée géniale à flop Ouais. monumental. Et donc ici, là, on est à la station F. Donc tes bureaux sont dans la station F. Est-ce que tu peux nous parler de ce De Station lieu F, bien très sûr. particulier? Alors c'est effectivement un lieu très particulier puisque Station F, c'est vraiment le cœur de l'écosystème entrepreneurial français. Station F, c'est à la base une gare désaffectée qui a été rachetée par Xavier Niel, qui est un entrepreneur français très connu, un grand business angel, entrepreneur qui est le PDG notamment de Free. Et il a aménagé cette gare pour en faire un centre d'innovation et de technologie. Et donc c'est vraiment pourquoi est-ce que je dis que c'est le cœur de l'écosystème entrepreneurial français. Parce qu'en en fait, il y a plusieurs zones. La zone criette, la zone chère. Et beaucoup d'entreprises y installent leurs incubateurs. Je vais vous donner un exemple. Nalia, on est incubé par l'incubateur de Zendesk. Mhm. Et donc Zendesk prend un espace, loue un espace à Station F et accueille les startups partenaires de leurs entreprises, comme nous. Et en fait, ici, il y a à peu près 3 500 personnes, uniquement des entrepreneurs qui montent leur startup et donc qui participent justement à l'innovation en France. Alors, il y a des startups qui sont très technologiques, d'autres qui le sont beaucoup moins, mais toutes ont un point commun, c'est de créer une entreprise et justement d'apporter de la valeur, d'être dans cet écosystème startup. Et l'autre chose qui est très fort avec Station F, c'est que c'est une vitrine. Une vitrine pour la France, une vitrine pour même une vitrine internationale. À une époque où on avait le droit de se voir et de voyager, souvent les délégations internationales venaient passer par Station F parce que voilà, c'était comme un espèce de zoo, un zoo du Ça gouvernement ressemble français. un peu à un zoo. Regardez tous ces entrepreneurs comme ça, ils sont beaux. regardez. Mais vraiment, c'est une vitrine, c'est pour démontrer également que la France investit dans l'innovation et que c'est un sujet important. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements dans la tech en France et il y a une vraie volonté du gouvernement de faire de la France une startup nation. Une startup nation pour ce texte-là. C'est ça, non? C'est exactement ça. C'est exactement cela, avec notamment beaucoup d'aide au financement, beaucoup d'aide à l'organisation pour les entrepreneurs et pour l'innovation. Alors on n'est pas encore au niveau de la vraie Startup Nation que j'ai en tête, mais pas loin. Mais pas loin. Qu'on ne mentionnera pas, mais pas loin, pas loin. Est-ce que tu ressens à la station F une vraie... Une énergie. Ouais, une vraie énergie. Ouais, enfin, est-ce que d'être ici, de venir travailler ici, ça change vraiment quelque chose? Oui, complètement. Ce qui est bien ici à la station F, c'est que ce sont quand même des entreprises pas débutantes. C'est pas des entreprises qui vraiment se lancent et qui disent j'ai une idée et je vais tester. Ce sont des entreprises, voilà, il y a une sélection assez poussée au début. Il y a seulement, je crois, 10% des personnes qui sont acceptées dans Station F, grosso modo. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des startups assez avancées. Et donc, ce sont que des entrepreneurs qui sont passés par les mêmes sujets que toi, qui vivent au quotidien les mêmes sujets que toi, ou qui ont déjà passé ce que tu vis au quotidien. Et il y a une vraie énergie, parce que chacun ici a une ambition d'entreprendre, une ambition d'innover, une ambition de réussir. Et finalement, il y a une communion, un partage de ces différentes ambitions, où chacun en fait a envie d'y mettre son grain de sel et d'y arriver. Et donc ça donne effectivement c'est challengeant de voir que la boîte d'à côté vient de signer tel client, de voir que la boîte en face a fait sa levée de fonds, que Bidule a été nommé dans tel prix, etc. Et donc ça donne envie justement de se surpasser
Et c'est cette énergie commune qui fait que chacun, effectivement, essaye d'innover toujours plus fort, d'essayer de construire de nouveaux process, etc. Ouais, c'est très positif. Ça nous motive ça vous tire vers le haut. Ça nous tire vers le haut, exactement. Mais alors, moi j'ai une question pour Elsa. T'as une question pour moi? Ouais, on me pose pas de questions là. On pose jamais de questions, Elsa. Elsa, quelle est ta vision pour la jeune entreprise que tu montes? Ah, ça c'est une belle question, mais je peux pas tout leur dire. Je leur réserve des surprises. Un petit peu, là, un partage de vision. Non, c'est vrai que donc ma vision c'est vraiment de développer l'expérience Piece of French. Donc aujourd'hui c'est des vidéos, mais j'ai vraiment envie de développer tout un écosystème autour des vidéos et de proposer à mes abonnés du contenu qui va leur permettre de travailler sur les vidéos et de vraiment créer une expérience d'immersion en français pour permettre à des gens avec un niveau intermédiaire de vraiment progresser et d'arriver à un niveau avancé, voire parler couramment français. Donc ça va vraiment être mon objectif en 2021, de proposer cette expérience à mes abonnés. Et voilà, je suis en train de travailler sur mon site, je leur ai déjà dit. J'espère un lancement en mars. Mais bon, on sait que les deadlines... C'est une belle roadmap product. Voilà, on sait que les deadlines en général... On les respecte pas. Si, on les respecte. On les respecte. On fait un planning. Respecter les deadlines. Les changer la veille pour dire ouais, en fait, on a dit c'est dans 2 mois, mais respecter. Mais je pense que c'est important de se fixer des deadlines, surtout quand on travaille seul. D'arriver à se motiver. Enfin, si j'ai pas de deadline, disons que tous les jours, je peux me dire non, c'est bon, demain, je le ferai demain. Et j'avance pas, tu vois. Et alors, dans cet écosystème. Malheureusement, la vidéo s'arrête ici. J'ai eu un problème avec mon téléphone. Je n'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone et la vidéo a arrêté de s'enregistrer et je ne m'en suis pas rendu compte. Mais ne vous inquiétez pas, il ne restait pas grand-chose. Il restait seulement quelques minutes. Donc je voulais juste remercier encore une fois Raphaël d'avoir accepté de participer à cet épisode de French Conversation. J'ai adoré notre conversation et j'espère que ça vous a plu. Je voulais souhaiter à Nalia beaucoup de réussite. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez appris. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!